Et vous aussi, monsieur le directeur de la DREST. Ravi aussi d'être là pour discuter avec vous des groupements d'employeurs du côté de la recherche, avec une vision d'enseignants-chercheurs, de professeurs à l'université, donc à l'IAE, Institut d'administration des entreprises. Je dirige un master en système d'information ressources humaines. Et puis du côté de la recherche aussi, pour le laboratoire Montpellier Recherche Management, avec la responsabilité d'une équipe en gestion des ressources humaines. Et dans cette équipe en gestion des ressources humaines, on a 3 axes principaux de recherche qui sont la santé au travail, la GRH territoriale et responsable, et ensuite tout ce qui va concerner les mutations du travail, de l'emploi. Voilà, on est vraiment au cœur des dynamiques actuelles de transformation du travail et au cœur aussi, en ce qui me concerne pour les travaux de recherche que j'ai pu mener, de ce qu'on a appelé la gestion des ressources humaines territoriales. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ces éléments. Alors un peu de pub, très rapide. Alors ça c'était peut-être le premier diaporama qui devait être passé. Un peu de pub, je disais, sur un ouvrage collectif qu'on a réalisé et qui est tombé exactement au bon moment, après la crise Covid. On avait déjà amorcé avant la crise Covid et on a pu le publier en 2022. C'est un ouvrage de recherche qui intègre des travaux de toute l'équipe RH en fait, sur le sens au travail, enjeux de gestion et de société, avec 11 ouvrages, 11 chapitres, excusez-moi, et de grandes parties. Une première partie sur le sens dû au travail, à l'épreuve des nouvelles formes d'organisation et à l'épreuve des mutations du travail, où on se questionne sur les espaces de coworking, sur le management à distance, sur les scopes, comme société coopérative, comme nouveau modèle. Et bien sûr, on peut montrer un certain nombre de liens sur le sens au travail qui peut être permis dans ces nouvelles formes d'organisation. Et puis après, une deuxième partie sur la construction de sens du travail par et pour les acteurs. Et là, on s'est questionné sur les dynamiques en fait, d'acteurs. Donc, bon, j'ai une dizaine d'exemplaires. Peut-être que je les ai oubliés dans ma voiture, je irai les chercher tout à l'heure. Alors, on va revenir sur cette notion de sens. La présentation, c'est 3 points. On m'a dit entre 30 et 40 minutes. J'essaie de garder le timing et je vais commencer par vous donner quelques éléments sur qu'est-ce que le sens finalement au travail. On a énormément d'approches sur ce concept, sur cette notion qui nous occupe énormément. Et on va dire que en règle générale, aujourd'hui, on reconnaît que c'est un besoin humain fondamental. On a tous finalement besoin, lorsqu'on est en train de travailler, de trouver ce sens au travail qui est extrêmement important. Et on va s'appuyer sur des définitions. On va se dire que c'est quelque chose qui est personnellement significatif, c'est extrêmement subjectif, c'est une perception, c'est les acteurs qui vont percevoir le sens par rapport à leur travail. Mais aussi, ça permet d'avoir une vision qui peut permettre de se rendre compte qu'on est dans un système où on produit du travail avec une certaine utilité pour l'organisation, utilité sociale. Et on a des définitions, par exemple, qui émergent là, Coutreau-Pérez, qui montrent en fait les mécanismes transformatifs autour du sens, se transformer soi-même à travers le sens. Je peux me transformer via des apprentissages et puis transformer le monde vers un monde meilleur, donc j'exagère un peu, mais transformer aussi l'organisation, la société et renforcer nos apports pour le bien commun. Alors, bien sûr, le travail, c'est le miroir de l'être. Je cite des travaux de Dominique Huillier en fait, sur la clinique du travail. En fait, moi j'aime bien son approche parce qu'elle m'a permis de comprendre très vite en fait, des choses en fait, qui peuvent parfois être pas forcément nommées, mais qui existent finalement au fond de nous tous. C'est-à-dire le fait d'avoir un travail qui soit objectivement normé, c'est-à-dire une fiche de poste en fait, où on va normer les éléments relatifs au travail. Puis bien sûr le travail réel, tel qu'il se fait, tel qu'il est mis en scène par le salarié qui est en situation de travail, qui va vraiment faire son travail, en essayant de répondre aux attentes, et aussi le travail subjectif, c'est-à-dire le travail
tel que je l'aimerais, tel que je peux l'imaginer, l'idéaliser. Et ce qu'elle nous dit, c'est peut-être pour améliorer le sens, c'est d'avoir, trouver de meilleurs équilibres entre ces 3 niveaux et aller vers une discussion sur la relation entre le travail réel et le travail subjectif tel qu'on aimerait pouvoir le réaliser. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on peut finalement se questionner sur les dynamiques de construction de sens et parfois sur ces déséquilibres entre ces 3 niveaux. On a écrit cet ouvrage que j'ai eu la chance de coordonner avec d'autres collègues sur le sens au travail, parce qu'on s'est rendu compte que parfois dans les organisations, mais on s'écartait du travail, on gérait la relation d'emploi et pas forcément le travail effectif. Alors je vous ai mis une définition, qui est une définition qui est largement reconnue, qu'on va retrouver dans la littérature. C'est le sens qui désigne un état psychologique dans lequel une personne ressent qu'elle est utile dans l'exercice de ses tâches et qu'elle contribue de manière positive à l'organisation et à la société. Voilà. Alors, j'ai essayé de répondre à la commande avec quelques questionnements. Alors, vous avez déjà beaucoup dit, merci. Vous avez déjà beaucoup dit, vous avez une perception effectivement très juste des mutations, des transformations. Et on a ces questionnements, alors c'est peut-être écrit petit, mais je suis là pour en discuter. On a ces questionnements en fait très forts sur les organisations, à savoir aujourd'hui, est-ce que les organisations répondent bien à un certain nombre d'attentes. Moi je travaille avec des étudiants, c'est un plaisir d'ailleurs, mais ils vous disent en fait moi une entreprise polluante, j'y vais pas. Les entreprises où il y a trop de hiérarchie, ça donne pas très envie, donc on n'y va pas. Donc il y a des attentes fortes à l'égard des systèmes de management, à l'égard du fonctionnement des organisations. Et donc les organisations, les entreprises et les organisations au sens large doivent se remettre en question par rapport à tout ça. Ensuite, on a le sens au travail propre à chacun. Alors, j'ai pas envie d'aller dans un métier, dans un emploi qui sert à rien, un peu inutile. J'ai envie de travailler, j'ai pas forcément envie de réaliser des reportings incessants, d'avoir un travail dans lequel je peux pas exprimer tout ce que j'ai, c'est-à-dire avoir un travail où j'ai le sentiment, quand j'arrive le soir, d'avoir réalisé un travail de qualité. Donc pour vous, ça aussi, c'est un facteur qui va permettre de générer du sens. Donc on a de plus en plus des attraits pour un travail indépendant, pour être autonome, etc. On a aussi envie, dans les grandes tendances, alors je me suis inspirée, puisqu'on l'a vu au dernier congrès de la GRH, j'ai oublié de le dire, je m'inspire de l'introduction de l'ouvrage de Muriel Pénicaud, qui était là, présente, ancienne ministre du Travail, qui était présente à un congrès, et qui a très bien résumé en fait ces grandes tendances sur l'évolution des attentes, qui va cristalliser un certain nombre de choses par rapport à la relation au travail. Et on a effectivement aussi des questions nombreuses sur la quête aujourd'hui très forte en fait, de trouver ce fameux équilibre entre vie privée, vie professionnelle, avec pas mal de grosses tendances, alors qui sont des réalités, la grande démission aux États-Unis, donc c'est le titre, grande démission, la grande démission aux États-Unis, mais aussi en France un petit peu plus nuancé, le quiet quitting, des approches en fait tendances sur TikTok qui fusent en fait, qui sont par exemple act your wage, agis en fonction de ta rémunération, donc tu fais ce qu'il y a à faire et tu t'engages pas au-delà. Donc ça, ce sont des grands mouvements en fait qui marquent. Alors c'est pas pour tout le monde, d'accord. C'est des grandes tendances. Ce sont des mouvements qui marquent pas mal notre société actuelle. Il y a aussi la volonté, on va le voir aussi. J'ai récupéré une enquête qui a été faite par The Great Place to Work tout à l'heure. En fait, on a aussi de fortes attentes sur le bien-être au travail, la convivialité, être dans un environnement de solidarité, etc., qui nous amène à nous questionner au rôle du leader. On parle beaucoup de management par le care, on parle de servant leader, du leadership de service, etc. Donc on est vraiment le leader, maintenant il doit accompagner manager, il doit accompagner ses collaborateurs. Vous l'avez très justement dit, il y a des attentes aussi fortes en matière de flexibilité. Alors, on parlait de flexibilité côté entreprise. L'entreprise doit être flexible et trouver, bien sûr, pour répondre à son activité, des solutions en matière de flexibilité. Là, c'est les salariés qui demandent de la flexibilité. Ce sont flexibilité de temps,
flexibilité de lieu. Donc là, on voit des grosses tendances. Il y a quelques jours, je discutais avec un étudiant qui me disait, moi, ce qu'il me faut, là, c'est 5 jours de télétravail. Voilà. Avec 5 jours de télétravail, ça serait parfait parce que j'ai plein d'autres choses à faire à côté. J'ai des projets personnels, j'ai des projets qui sont liés à mes loisirs, à mes hobbies, etc. Donc c'est assez quand même peut-être problématique hein, pour ce type d'attente forte en matière de télétravail. Et puis on a le dernier point, c'est peut-être des mécanismes générationnels. Bon, on va y aller doucement, on peut porter un regard assez critique hein, par rapport à ces mécanismes générationnels. Vous avez évoqué le vieillissement de la population. Qu'est-ce qu'on fait à l'égard, bien sûr, des seniors? Comment on va accompagner les seniors vers la sortie, entre guillemets, de leur vie professionnelle, mais aussi comment on accompagne les jeunes avec leurs attentes. Alors, il y a aussi des tendances. On parle aujourd'hui non plus de quiet quitting, mais de quick quitting, c'est-à-dire on va rester là dans une entreprise pas très longtemps et on parle de job zapper. Ces jeunes en fait qui redoutent de s'ennuyer au travail, qui ont vraiment envie de ne pas accomplir de tâches absurdes et d'être vraiment accompagnés. Voilà, donc ça c'est les grandes tendances. Et si on reprend une enquête récente sur 4000 salariés, donc représentative, dans la tête des Français en 2004, on s'aperçoit qu'il y a 61% des salariés qui estiment que les entreprises ne font pas grand-chose ou juste des activités, des choses qu'on pourrait qualifier de cosmétiques à l'égard de la QVCT. On se rend compte aussi que 55% des Français estiment avoir une bonne santé mentale au travail, donc bon, il y a quand même 44% qui n'ont peut-être pas une très bonne santé. Et puis les grands risques en fait qui sont mis en évidence sont des risques de santé mentale. 31% craignent du burn-out, 23% vont craindre, on va dire, du bore-out, et 20% on pense que ce qui est un risque fort, c'est la gestion de la surcharge de travail, le stress en fait qui peut être lié à une charge de travail intense. Et les 3 aspects les plus importants du travail dans cette enquête, ce qui ressort, c'est vraiment bien sûr la rémunération pour 56% des 4000 salariés interrogés, mais on va retrouver pour 41% le sens du travail et pour 40% la convivialité. On est vraiment sur des attentes fortes, on le voit bien sur le sens lié au travail et aussi sur le bien-être, sur la convivialité du travail. Et j'ai retenu aussi de grandes tendances sur finalement sur ces formes d'emploi qui sont liées à ces attentes, à ces transformations. Donc voilà, alors c'est peut-être une liste à la Prévert, mais c'est ubérisation, demande d'horizontalité au sein des organisations, engouement pour le projet et l'innovation, pour l'entrepreneuriat, pour l'intrapreneuriat, donc c'est de faire de l'entrepreneuriat à l'intérieur même d'une organisation, pour développer sa micro-entreprise, on attend de la flexibilité, je l'ai énoncé tout à l'heure, du temps expérientiel, tout devient expérience. On va avoir du côté RH, on va s'interroger sur l'expérience collaborateur, sur l'expérience candidat, donc on a un certain nombre d'interrogations par rapport à cette expérience au travail. Il y a une quête de valeur et une quête d'engagement à RSE qui est aussi montrée par l'enquête que j'énonçais tout à l'heure. La plupart des salariés demandent en fait à leur entreprise d'avoir un engagement RSE, d'avoir une véritable mission et donc de pouvoir opérer en fait dans des milieux qui vont s'orienter fortement sur ces thématiques-là. Parce que bon, ce sont ces éléments-là listés assez rapidement sont autant de marqueurs en fait de transformation et d'attente forte à l'égard du travail. Et je voulais juste lier à cela ce qu'on appelle l'évolution du contrat psychologique, avec de plus en plus des attentes fortes à l'égard de l'entreprise. L'entreprise essaie de travailler sur une promesse unique d'emploi. Si on regarde tout ce qui se fait autour des marques employeurs d'entreprise, côté entreprise, on va essayer d'attirer au maximum et puis de fidéliser les salariés pour faire face en fait à tous les mécanismes que je viens d'essayer d'énoncer. Et ce contrat psychologique, en fait, c'est finalement, est-ce que cette promesse va répondre aux attentes des collaborateurs? Et parfois, il y a là aussi des écarts, des tensions entre les différentes attentes réciproques, à la fois des employeurs et des salariés.
Et si on regarde la dynamique temporelle, on s'aperçoit que ce contrat psychologique, il évolue fortement. Si on regarde la période fordienne, on est sur un attachement très fort à l'entreprise, une implication affective forte des collaborateurs. Aujourd'hui, les collaborateurs, ils ont un engagement, une implication calculée. Ils vont calculer la relation le temps que ça les intéresse et voir s'il n'y a pas autre chose ailleurs, s'il n'y a pas d'autres emplois ailleurs qui pourraient les intéresser. Et donc on est vraiment dans une logique beaucoup plus transactionnelle qui aussi peut renforcer la complexité de la relation d'emploi. Alors, dernier point sur ces grandes tendances, et après je vais vous parler des groupements d'employeurs. Dernier point sur ces grandes tendances, et j'ai lu un ouvrage l'été dernier, parce que j'ai le temps de lire beaucoup l'été, sinon je lis beaucoup pour mon travail, c'est la conférence, et je vous ai mis le lien avec notamment une conférence en fait, qui résume bien son ouvrage, c'est Pourquoi travailler, d'Anthony Hussono. Et Anthony Hussono met bien en évidence en fait, la tendance à vouloir s'affranchir des organisations, quelque part travailler pour soi-même, travailler pour investir sa personne, pour son développement personnel. Et on est vraiment dans ce qu'il propose, c'est le paradigme du travail expressif, pouvoir s'exprimer dans son travail, être créatif, travailler sur des projets, pouvoir innover. Et on retrouve en fait le paradigme de la figure mythique de l'artiste. Donc, voilà. Et on va retrouver des activités professionnelles centrées sur la créativité, l'expertise et l'innovation, l'organisation flexible, évolutive. Donc on est vraiment là pour essayer de vous expliquer assez rapidement ma vision et puis la vision aussi des personnes sur lesquelles je m'appuie pour réaliser cette présentation. On est vraiment sur des tendances fortes. Alors, la question, le deuxième versant de la question, c'était par rapport à la première question, c'est démission et puis type de relation d'emploi. C'est comment les groupements d'employeurs répondent-ils à l'évolution par rapport au travail. Alors, une revue de littérature, après des idées en fait que j'ai pu avoir, mais d'abord une revue de littérature. Quand on dit revue de littérature côté université, c'est voir ce qui s'est écrit sur la thématique des groupements d'employeurs. Je suis ravie ici parce qu'il y a deux chercheurs que je connais, Gaël Angelherbe, on en reparlera tout à l'heure, et Julien Viguier aussi. Et donc, si on fait une revue de la littérature, on voit que la force des groupements d'employeurs, c'est ce maillage, en fait, ce que vous avez évoqué, cette mise en réseau, qui pour nous est extrêmement essentielle, qui permet de concilier parfois des attentes divergentes, et pourquoi pas parfois aussi des attentes paradoxales, en fait, par rapport à la fois des attentes des employeurs, aux attentes des salariés, aux attentes de flexibilité, etc. Toute cette complexité par rapport à ce que vous avez dit très justement sur l'évolution des compétences. Aujourd'hui, les compétences évoluent extrêmement vite. Donc ça, c'est le premier point. On a aussi, pour les acteurs territoriaux, en fait, le groupement d'employeurs va incarner en quelque sorte un intermédiaire sur le marché du travail. Donc là aussi, il y a des travaux qui montrent ces dynamiques-là extrêmement importantes. Donc il y a pas mal d'attentes à l'égard des groupements d'employeurs. C'est ce que vous avez exprimé, messieurs. Donc effectivement, là aussi, on va retrouver ces attentes fortes. Du côté des adhérents, on va avoir le groupement d'employeurs va répondre surtout à des attentes stratégiques. J'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'une main-d'œuvre, j'ai besoin de pouvoir me sentir solide du point de vue des aspects liés aux ressources humaines. Et puis, du point de vue des salariés, en fait, il y a une tendance, alors c'est un auteur qui s'appelle Zimmerman, en 2018, peut-être ça a évolué, mais on a quand même trois formes d'adhésion. Une adhésion qui est un choix par défaut et vraiment temporaire, une adhésion qui peut être un choix peut-être aussi par défaut contraint, mais qui est finalement doté d'avantages, perçu comme ayant des avantages. Et puis il y a une troisième voie qui est extrêmement intéressante, c'est un choix de vie, revendiquer, toujours répondre aux évolutions du travail. Vous l'avez évoqué, je synthétise pour aller après vers un dernier point que je souhaite évoquer avec vous. C'est un travail plus flexible, diversifié et qui peut être collaboratif. Il peut offrir une diversité de missions, il peut offrir une diversité de lieux, donc il répond à ses attentes. Il peut permettre une certaine flexibilité, une relation au temps peut-être qui est différente.
par temps partagé avec 2 entreprises et pourquoi pas par un temps partiel. Donc il offre en fait des réponses concrètes en fait par rapport à ce que je viens d'énoncer. Il favorise la sécurisation des parcours professionnels, vous l'avez clairement indiqué, il a un rôle extrêmement important à jouer du point de vue social et permet aussi à mon sens la conciliation de la vie professionnelle et privée et personnelle. Pour moi, il agit comme c'est une structure qui m'a beaucoup intéressée puisque j'ai eu la chance très tôt de travailler et de marquer un peu cette discipline, ce paradigme en gestion des ressources humaines sur la GRH territoriale avec ma collègue Isabelle Boriazo. Il marque en fait le renforcement de la GRH territoriale. Alors une GRH territoriale, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous faites dans les groupements d'employeurs, donc c'est facile à définir, vous connaissez ce que sont les groupements d'employeurs. C'est une GRH mutualisée entre plusieurs entreprises, pour certains employeurs, certes, pour certains salariés, certes, du côté des groupements d'employeurs. Mais au final, on a étudié dès le départ la GRH territoriale dans le cadre d'un système productif local dans le Biterrois. La société, alors c'était pas un groupement d'employeurs, c'était un réseau d'entreprises qui a créé une association pour permettre de faire face à certaines difficultés et qui a pu travailler sur une GRH de réseau mutualisé et à la fois donc avec de la mutualisation mais aussi pas mal d'innovation, on va y revenir, et qui a permis de sauvegarder des emplois, d'établir des solidarités, de développer ce qu'on pourrait appeler très largement du capital social, capacité à être en relation les uns les autres, capacité à échanger, à travailler sur des projets innovants, etc. Donc là, on a pu montrer que cette GRH territoriale, c'était à la fois des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics, parce que ce réseau a réussi à enrôler la collectivité dans laquelle il se trouvait, a enrôlé un certain nombre d'acteurs publics. Et c'est surtout l'acteur public aussi qui a poussé à la création de ce système productif local. C'est un vieux modèle, le système productif local. Ça a été remplacé aujourd'hui par ce que l'on appelle les grappes d'entreprise. Voilà. Donc la GRH de réseau, c'est travailler non plus dans une organisation, mais organiser la GRH au niveau d'un territoire. Et le territoire, en fait, on peut le définir comme un territoire de projet. Donc le groupement d'employeurs, avec ses adhérents, c'est un territoire, en fait. Vous formez, chaque GE va former un territoire. Il est, bien sûr, dans d'autres niveaux de territoire. Alors bon, suivi personnalisé, accompagnement avec pluriactivité, travail à mission, mise à disposition, ça aussi sont des choses extrêmement intéressantes que vous faites, je pense. Alors d'assurer ce suivi précis, personnalisé pour accompagner l'ensemble des collaborateurs, mais aussi pour accompagner les adhérents. Et une prise en compte des spécificités territoriales pour assurer un avenir durable. Voilà, je pense que chaque territoire, après, a ses propres dynamiques, a ses propres contingences qu'il faut intégrer, parfois côté mer, parfois côté montagne. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, on a présenté il n'y a pas longtemps avec ma collègue Isabelle Boriazo et Julien Viguier, qui est là, qui réalise une thèse sur les groupements d'employeurs. J'ai la chance de travailler avec Julien Viguier. On a travaillé sur l'innovation sociale territoriale en essayant de montrer, alors là c'est pas du côté des groupements d'employeurs, mais du côté d'autres terrains de recherche qu'on avait, en essayant de montrer en quoi en fait ces dynamiques territoriales de maillage pouvaient générer en fait une innovation sociale territoriale en questionnant les dynamiques de GRH territoriale. Et en fait, très simplement, on se rend compte que cette innovation sociale territoriale, elle est portée par un acteur collectif. Donc il faut un certain nombre d'acteurs qui vont s'unir, joindre leurs forces pour développer un projet. Et vous le savez certainement mieux que moi, parce que sur le terrain, développer ces projets, il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie pour y arriver. Donc il y a cet aspect-là. Donc pouvoir mobiliser, enrôler un acteur territorial, c'est extrêmement important. Elle interpelle la responsabilité territoriale. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte alors c'est la théorie de RSE, mais quand même c'est important et c'est aussi une réalité. On se rend compte que le territoire devient une partie prenante clé de l'entreprise. On milite avec un certain nombre de personnes sur cet aspect-là, faire en sorte que le territoire soit aussi une partie prenante.
Donc elle interpelle la responsabilité territoriale, cette capacité, cette dynamique d'innovation territoriale. Et l'élément important aussi qu'on a pu retrouver, c'est qu'elle favorise un développement intégré du territoire. Développement intégré, l'emploi, l'économie, mais aussi la qualité de vie sur un territoire, les capacités à avoir du logement, du transport. Alors bien sûr, vous savez plus que moi les disparités qui vont exister d'un territoire à l'autre. Alors, en quoi le GE peut être porteur d'innovation sociale et territoriale? Et il me reste 2 diapos, je ne sais pas si j'arrive à tenir le timing. Quelques idées, mais après, c'est à soumettre. Voilà, je vais être ravie d'assister à ce qui va suivre, à voir vos avis, voir vos visions au niveau de vos expertises sur les groupements d'employeurs. Bon, je viens de le dire, c'est de pouvoir accompagner une dynamique collective de coopération et de mutualisation au sein du développement territorial. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps et qu'on a du mal à cerner, mais c'est de renforcer ce qu'on pourrait appeler le dialogue social territorial au niveau régional, sur ce qui se faisait en matière de dialogue social territorial. C'est vraiment engager cette capacité de dialogue avec l'ensemble des acteurs. Et quand j'entends aussi dialogue social territorial, c'est un dialogue RSE, c'est-à-dire un dialogue en fait de co-responsabilité, où on va trouver l'ensemble des parties prenantes pour régler les difficultés qu'on va trouver spécifiques au territoire, spécifiques aux besoins des entreprises et aussi aux besoins des salariés. Et puis quelque chose de très intéressant qui est en train d'émerger grâce au travail de Julien Viguier, qui a la chance d'être recruté par vous dans le cadre de votre CR, Centre Régional de Groupement d'Employeurs. Il est en contrat CIFRE, donc c'est la connexion entre l'université et vous, les entreprises. Donc Julien est en train de travailler sur un chapitre où il est en train de montrer que les groupements d'employeurs, à travers une étude, une enquête approfondie, les groupements d'employeurs ont aussi cette faculté de dialoguer sur le travail réel. Je reviens à mon point de départ, le travail réel, les déséquilibres parfois entre le travail tel qu'on l'imagine et puis le travail normé tel qu'il est attendu aussi et prescrit. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Les groupements d'employeurs seraient des lieux où on va vraiment se questionner beaucoup sur le travail réel. Et le sens peut être co-construit et partagé grâce à une forme d'horizontalité des échanges. Le salarié va se sentir peut-être à l'aise pour discuter avec le groupement d'employeurs d'une réalité dans l'entreprise. En fait, peut-être qu'il faut améliorer. Le groupement d'employeurs, les animateurs, tiers de confiance, on va revenir sur cette notion, vous avez un rôle clé pour transmettre un message peut-être, donc vous avez un rôle de médiateur extrêmement intéressant. Donc ça, c'est un point important. L'autre point aussi, c'est peut-être renforcer l'ancrage et le développement territorial à l'ensemble des acteurs. On l'a vu, mais d'une manière très large. Et puis, je voudrais aussi mettre l'accent, et puis parce qu'elle est là, Gaëlle, qui a soutenu une thèse, Gaëlle Angelère, j'étais très honorée d'être présente à sa soutenance de thèse, qui a travaillé sur la notion de contrat psychologique territorial, les groupements d'employeurs comme élément moteur, en fait, on va dire, de ce contrat psychologique qui est en lien avec les territoires, cet engagement fort à l'égard des territoires. Il apparaît comme une plateforme territoriale d'emploi responsable qui va travailler sur la durabilité des emplois, qui va travailler sur des mécanismes d'employabilité, mais aussi d'employeurabilité, c'est-à-dire travailler sur la modernisation de la GRH des personnes qui adhèrent, des entreprises qui vont adhérer au groupement d'employeurs. Et Gaëlle nous dit, voilà, il s'agit de travailler sur un contrat psychologique territorial vers le bien commun territorial, avec les solidarités, avec la sécurisation des emplois, mais aussi avec le respect des besoins des entreprises du point de vue économique, etc. etc. Donc Gaëlle, elle en parlera beaucoup mieux, j'imagine, tout à l'heure, puisqu'elle assiste à une table ronde. Dernier point, pour moi, quels sont vos enjeux et vos perspectives? Alors je peux être complètement à côté,
donc il ne faut pas hésiter à me le dire. Mais je vous avoue que depuis longtemps, j'ai beaucoup suivi les travaux d'un collègue, Christophe Évrard, est le premier en France à avoir travaillé sur les groupements d'employeurs. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Il a beaucoup montré, et il en a tiré un concept émergent, ce qu'il appelle la flex-sécurité. Dans le groupement d'employeurs, on va pouvoir trouver une capacité en matière de flexibilité, on le voit aujourd'hui, flexibilité du côté des entreprises, mais aussi flexibilité pour les salariés. Et en même temps, il y a une sécurisation qui permet quand même de régler quelque part le dilemme en fait, qu'on va retrouver sur les grandes tendances que j'ai énoncées, entre volonté d'autonomie, d'indépendance des salariés, et puis d'un autre côté, pas forcément envie d'aller jusqu'à l'indépendance pure et totale, et donc se retrouver dans un système qui va permettre d'assurer une certaine sécurité. Alors, moi je trouve que peut-être sur les grandes tendances, les grands enjeux stratégiques, d'abord je reviens sur quelque chose qui m'intéresse que j'ai développé, c'est le soutien à l'innovation sociale territoriale. Je pense que les groupements d'employeurs sont de réels acteurs pour soutenir l'innovation sociale territoriale, contribuer à des projets territoriaux qui vont répondre à des besoins sociaux et sociétaux. Et vous l'avez évoqué aussi, le deuxième point, c'est le soutien à la transformation professionnelle vers de nouveaux emplois. Le numérique, transition écologique, vieillissement de la population. France Travail nous dit aujourd'hui, en fait, il y a 85% des emplois pour 2030 qui n'existent pas encore. Donc, alors, je ne sais pas si c'est autant, mais je crois bien France Travail, quand même, j'en fais confiance. Mais c'est énorme, enfin, ça fait peur, quoi. On se dit, mais moi, je ne sais pas, bon, on se dit comment on fait pour assurer toutes ces transitions. Le groupement d'employeurs est un pilier et un passeur, peut-être pour assurer ces transitions, pour accompagner ces transitions. Et en période de transition, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est un peu déboussolé du côté du sens au travail. On ne sait plus trop le sens. Oui, est-ce que cette transition accompagne le sens, mes projets professionnels? Est-ce que je vais pouvoir trouver du sens au travail dans ces mécanismes de transition? C'est aussi des questionnements qu'on a eus dans l'ouvrage qu'on a pu mener. Soutien à la création de nouvelles filières économiques comme celles qui sont basées sur l'économie circulaire. On a un travail là-dessus avec Julien, on va peut-être pouvoir essayer d'animer une après-midi, un after-work sur groupement d'employeurs et économie circulaire, en quoi ils peuvent apporter soutien au développement de l'économie circulaire. Soutien au renforcement de l'économie locale, à la coopération inter-entreprise, bon ça je l'ai déjà évoqué. Soutien au développement de l'employeurabilité et donc de la RSE, alors capacité des employeurs à développer aussi plus une GRH peut-être un peu plus responsable quand il y a besoin, bien sûr, donc un accompagnement par rapport à ces mécanismes-là, et puis soutien à l'emploi, au développement des compétences territoriales et à la pluriactivité. Bon, ça je me répète un peu, mais je pense que c'est aussi des enjeux très forts. Dans ce qui est en train d'émerger, on voit bien que le groupement d'employeurs est un acteur clé. Alors un intermédiaire, un tiers médiateur et un tiers de confiance, Julien. Donc un tiers de confiance, peut-être pour mettre en lien l'ensemble des acteurs, à la fois les adhérents, mais aussi les salariés, et puis les collectivités, les associations qu'on va retrouver sur le territoire, pourquoi pas les universités, les organismes de formation, etc., etc. Un tiers de confiance. Je pense que vous avez complètement la capacité d'assumer cela. Vous avez parlé de modèles, d'un modèle fort. Moi, je pense qu'on est vraiment sur un modèle et peut-être sur une troisième voie. Bien souvent, moi, je me suis questionnée dans mes travaux de recherche sur comment on fait pour réguler l'emploi, pour résoudre tous ces problèmes, toutes ces difficultés, à la fois côté entreprise, côté salarié, et pourquoi ne pas le faire à un niveau où l'échelle en fait est pertinente, au niveau des bassins d'emploi, au niveau des territoires, et peut-être, pour moi, les groupements d'employeurs, c'est sûr, les groupements d'employeurs constituent une troisième voie, une voie extrêmement intéressante, un modèle en fait
qui est vieux un petit peu, puisque ça fait 40 ans que les groupements d'employeurs existent, mais en tout cas un modèle en fait qu'il faut renforcer parce que vraiment il permet d'instaurer des relations de confiance, peut-être là où il n'y en a plus trop. Et donc voilà, merci beaucoup pour votre invitation.